de l'actualité dans cette édition, les meilleurs élèves du Burkina Faso récompensés par le Premier ministre. La cérémonie officielle de remise du prix d'excellence du président du Faso, édition 2018, c'était ce matin à Ouagadougou. On revient sur les temps forts de cet événement dans ce journal. Et puis la disparition de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU et lauréat du prix Nobel de la paix, est décédé des suites de maladies en Suisse. L'annonce est faite par sa famille, il avait 80 ans. Et la promotion de l'agriculture familiale pour assurer la sécurité alimentaire, on en parle également dans ce journal. Avec un invité, le président du conseil d'administration du réseau des organisations donc, paysannes et des producteurs d'Afrique de l'Ouest, M. Banya Djibo. Bonjour M. Djibo. Bonjour madame. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, nous allons ouvrir ce journal par la commémoration du premier anniversaire du décès du docteur Salifou Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale burkinabé. L'Union nationale des femmes du parti du mouvement du peuple pour le progrès rendre hommage donc à Salifou Diallo, décédé il y a un an à travers un bosquet à lui dédié à Lao. C'est le reboisement initié par les femmes donc, du parti majoritaire qui permet de mettre en terre 2000 plants composés essentiellement d'arbres fruitiers. Ainsi, les femmes du MPP sont également accompagnées dans leur action par l'association Action Jeunesse Burkinabé au travail. On voit cela avec Oscar Soulama et Maxime Zongo. Un baobab à l'image de feu Salif Diallo, surnommé baobab de la scène politique. Nous sommes ici au bosquet dédié à l'illustre disparu. Sur ce site de Lao, dans le village de Komki-Ipala, camarades politiques et amis du défunt, chacun à la mémoire de Salif Diallo a mis en terre un plan. L'initiative est de l'Union nationale des femmes du mouvement du peuple pour le progrès MPP. L'objectif poursuivi par ce reboisement, c'est de rappeler à tous et à toutes que le docteur Salifou Diallo était très attaché à la terre. Il a travaillé sur le terrain pendant des années aux côtés des paysans. Et nous ne pouvons pas passer sous silence cet anniversaire sans marquer d'une pierre blanche le passage de notre leader au Burkina Faso, en Afrique et à travers le monde. Vous vous rappelez également de la gomme arabique et bien d'autres défis qu'il a lancés et qu'il a tenté de relever et qui ont impacté de manière positive la vie de notre pays. Comme nous célébrons le premier anniversaire de son décès, dimanche, ça sera un an qui nous a quittés. Les femmes ont voulu venir ici à Komki-Ipala pour construire ce bosquet qui lui sera dédié. Aux côtés des femmes du MPP, les membres de l'association Action Burkinabé Jeunes au Travail. Elles ont pris l'engagement de s'investir à fond afin d'assurer la survie du bosquet. On va entretenir le terrain parce que si on parle de bosquet, ça veut dire que c'est soulier, c'est de Salif Diallo. Et on va entretenir les arbres comme il se doit parce que c'est notre papa. C'est notre grand-père et c'est vrai que ça fait une année, on est dessus, mais il va rester gravé dans notre cœur. Au total, ce sont plus de 2000 plants de plusieurs espèces qui ont été mis en terre. Le baobab et le manguier ont été privilégiés pour marquer l'attachement de feu Salif Diallo aux valeurs nutritionnelles. Pour sa part, le président par intérim du MPP, Simo Compaoré, a promis de soutenir ce bosquet dédié à leurs camarades disparus. Autre actualité maintenant, et nous parlons de l'entrepreneuriat agricole vivement encouragé comme solution au chômage des jeunes. C'est surtout la volonté du département en charge de l'agriculture qui veut accompagner
Les jeunes porteurs de projets dans leur réalisation, donc, les fonds nationaux et les institutions financières sont disponibles à cet effet pour soutenir les jeunes dans leurs ambitions. On parle de cela à Manga avec Nong Bakuda et Bouma Ernest Nepié. C'est un atelier dont l'objectif est de faciliter le financement des projets des femmes et des jeunes burkinabés. Initié par le projet P1 PDRS en collaboration avec la Direction générale de la promotion de l'économie rurale DGPR, il met ici en relation ces femmes et ces jeunes porteurs de projets avec les responsables des fonds nationaux et des institutions de microfinance. Les différents fonds nationaux et les microfinancements, les institutions de microfinance vont présenter leurs produits, les opportunités qu'ils ont aux jeunes porteurs de projets. Donc les jeunes prendront connaissance des différents produits et chacun doit tout faire pour sortir de cet atelier-là avec soit un contrat ou bien une promesse de financement. Des porteurs de projets qui ont été préalablement formés par le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P1 PDRS, un projet de l'État burkinabé financé par le Fonds africain de développement. Au niveau de ce projet, il a été expressément demandé de décrire des stratégies pour une meilleure prise en compte des femmes et des jeunes dans les activités du projet. Et dans ce sens, pour ce qui est des jeunes, nous avons formé plus de 300 jeunes en entrepreneuriat rural, le montage des plans d'affaires et la gestion du crédit. Et à l'issue de ces formations, les jeunes ont été accompagnés à élaborer des plans d'affaires. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié cette activité pour leur permettre de connaître les institutions de microfinance qui peuvent les accompagner dans la mise en œuvre de leur plan d'affaires. Ces futurs entrepreneurs sont appelés à utiliser des emballages biodégradables pour leurs produits. Et au cours de cet atelier de 48 heures, ils auront droit à une exposition d'emballages exemplaires et à une communication sur les normes de conditionnement des produits agroalimentaires. Et nous restons dans l'agriculture pour évoquer à présent les enjeux de la décennie dédiée à l'agriculture familiale, une décennie donc adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous retrouvons notre invité pour en parler. Il s'agit du PCA, du président du conseil d'administration du ROPA, qui va nous parler plus amplement des actions majeures qui seront menées au cours de cette décennie dédiée à l'agriculture familiale. Bonjour, bonjour, monsieur Djibo. Bonjour, madame. Avant d'en venir à au sujet phare, nous allons juste vous demander de nous rappeler un peu l'agriculture familiale, en quoi consiste. Qu'est-ce que l'agriculture familiale? Merci beaucoup. Bon, peut-être que permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir donné cette place au ROPA, qui est le réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 13 plateformes, parce que nous, on est constitué en plateforme. Une plateforme, c'est le regroupement des organisations paysannes, tous secteurs confondus, c'est-à-dire que ce soit le végétal, que ce soit l'élevage, que ce soit la pêche ou l'agroforesterie. On est dans 13 plateformes, donc 13 pays de la CEDEAO. Il y a 2 pays qui sont en construction, le géant Nigeria et le Cap-Vert. Okay. Alors, c'est un réseau aussi qui a été créé en 2000 à Cotonou et qui a son siège ici au Burkina. Donc, c'est important quand même que les gens le sachent. C'est vrai qu'on est passé ici, mais c'est important quand même de le rappeler. Cela. Okay. Bon, maintenant, quand on parle de l'agriculture familiale, alors, comme le mot l'indique, famille, nous pensons que notre agriculture, en tout cas en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général, est basée sur la famille. Parce que c'est à l'intérieur de la famille que vous allez retrouver un chef de famille, ou vous allez retrouver une chef de famille, parce que maintenant on a plusieurs cas. Bien sûr. Et à travers cette famille, donc, il y a des activités rurales qui sont menées. Soit c'est l'agriculture, le végétal, c'est soit l'élevage, c'est soit la pêche ou l'agroforesterie. Et tout ça, c'est dans la famille. Donc, pourquoi on le fait? Parce que parfois, on a des risques si on se focalise sur une seule spéculation. C'est-à-dire, si vous vous focalisez sur la culture végétale, il peut y avoir des situations où la production n'est pas bonne, ne vous permet pas
en tout cas, de régler les questions alimentaires durant toute l'année. Ça, c'est un premier élément. Donc, en se basant sur l'ensemble de ces segments, ça permet de combler ce vide qu'on a ou ce gap qu'on n'a pas gagné de l'autre côté. Un deuxième élément, c'est la complémentarité des aliments. Donc, le mil a besoin de la viande ou a besoin du beurre ou a besoin, en tout cas, d'autres choses, de l'élevage, où on a besoin, par exemple, des produits issus de la pêche, où on a besoin de produits issus du maraîchage. C'est ça qui fait un aliment équilibré. Donc nous pensons que quand on parle d'agriculture familiale, c'est comme ça que nos sociétés ont bâti leur agriculture en tenant compte d'abord du tissu social, en tenant compte de notre agroécologie, en tenant compte, disons, de la durabilité dans la gestion des ressources naturelles, mais en tenant compte aussi de la répartition des activités pour que chacun, donc qu'il y ait des sages qui travaillent, qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait en tout cas tout le segment, chacun a un rôle à jouer. Bon, donc c'est pour cela que nous, notre agriculture est fondée sur ce tissu social-là qui prend en compte d'autres choses, d'autres considérations. Donc ce n'est pas seulement la production que nous visons, mais il y a des modes de vie, il y a des pratiques, il y a des cultures, il y a des choses que ceci engendre. Donc c'est pour cela que nous parlons de l'agriculture familiale. On l'a bien compris. Alors comment l'agriculture familiale se porte aujourd'hui avec les changements climatiques qui sont là et qui jouent énormément sur tout ce qui est production agricole? Bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que je crois que les Nations Unies, la FAO, ils ont estimé qu'il y a environ 570 millions de fermes. Bon, quand je parle de fermes, il y a beaucoup de catégories. Et dans ça, il y a environ 500 millions, ça c'est les exploitations familiales. Alors maintenant, comment ça se comporte? C'est vrai que c'est très compliqué, vous l'avez souligné. Le climat n'est pas favorable. Les politiques ne sont pas aussi parfois favorables. Les financements n'accompagnent pas. Donc, du coup, le marché aussi parfois n'est pas un marché aussi sûr. Donc, du coup, quand vous regardez les aléas climatiques, vous regardez les politiques qui ne sont pas favorables, vous regardez les marchés parfois qui ne donnent pas des prix rémunérateurs, alors tout ça réuni fait que l'agriculture parfois n'est pas attractif. Donc du coup, on pense que c'est la faute à l'agriculture familiale, alors que pour que l'agriculture familiale, et même là où les autres modèles ont donné des résultats, c'est parce qu'il y a d'abord cette volonté politique, donc il y a des programmes qui sont bien discutés, et chaque acteur a dit voilà comment moi je contribue. Une fois que la politique elle est bien élaborée, elle prend sa base sur son fondement. En tout cas, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest ou le cas de l'Afrique, normalement, notre politique devrait tenir compte de ce modèle que nous avons, qui est l'agriculture familiale. Donc, tout doit être bâti. Alors, mais quand vous analysez, parfois, on nous fait croire que, bon, il faut faire venir telle chose, des semences d'ailleurs, faire venir ceci. Donc, ce que nos élites, nos experts sont allés chercher dans des écoles qui sont très loin de... Parfois, c'est ça, on veut transposer. Donc, du coup, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Alors, c'est clair que les questions d'aléas climatiques aussi, ça y est là. Alors, l'autre élément, comme je l'ai dit, c'est le financement et puis tout l'accompagnement. Donc, si ça ne vient pas, donc, du coup, l'agriculture devient dénudée, devient complètement sans protection. Et ça ne peut pas donner cette réponse-là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous nous battons pour qu'on revienne, disons, nous revenons sur Terre, parce que pour nous, on n'est pas sur Terre, pour qu'on puisse prendre en compte l'agriculture familiale comme modèle, comme socle qui prend en compte la gestion durable des ressources naturelles, qui prend nos pratiques, nos cultures, qui prend en compte les effets liés au changement climatique, parce que l'agriculture familiale donne aussi des réponses appropriées. Quand vous prenez par exemple l'agroécologie, c'est des modèles qui ont donné des réponses appropriées face au changement climatique. Alors, quels sont les défis actuels? En fait, vous avez consacré une année à l'agriculture familiale. Quels sont les bilans de cette année dédiée à l'agriculture familiale et quels sont les nouveaux défis? Oui, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, il faut reconnaître qu'en 2014,
les Nations Unies ont dédié 2014 l'année internationale de l'agriculture familiale. Donc durant un an, ça a permis de remettre l'agriculture familiale au centre des débats au niveau international. Et une fois que le niveau international lance quelque chose, tout de suite, la base aussi, ça se met sur ce dossier. Alors, il faut reconnaître que lorsque, avant le lancement, il y a eu du travail, c'est-à-dire il y a eu des analyses, parce que nous, au niveau du repas, tout le combat que nous avons mené depuis sa création, et avant même sa création, notre combat était toujours allons-y vers notre agriculture familiale, c'est elle qui est notre porte d'entrée. Alors, c'est joint à nous des ONG, notamment surtout une ONG espagnole, qui a essayé de mobiliser la FAO, le FIDA et bien d'autres, et des pays, pour que les gens puissent regarder. Et les crises de 2008 aussi ont été un élément déclencheur. Parce que tout le monde sait qu'en 2008-2010, il y a eu des crises alimentaires. Et il y a eu des émeutes. Vous savez que nos pouvoirs là aussi ont peur des émeutes dans les gros centres. Donc ces émeutes-là ont poussé aux gens à dire, mais attention, cette question de sécurité alimentaire là, elle commence maintenant à être préoccupante. Parce qu'avec les autres programmes d'ajustement structurel, on avait démantelé l'agriculture. On a dit que l'agriculture est compliquée, nous devrons arrêter nous. Bon, la nourriture doit nous venir de l'extérieur. Il faut qu'on ait de l'argent seulement. Et puis le reste là, ça va venir. Bon, maintenant, nous, malgré qu'on a attiré leur attention, ils n'ont pas compris. Il a fallu donc ces crises-là pour que les gens disent attention. C'est en ce moment qu'on a dit oui, il faut revoir le modèle de l'agriculture, mais en se basant sur la grande masse, donc la base. Parce que la base, c'est cette agriculture familiale qui n'a pas eu de soutien. Et l'agriculture ne peut pas se développer. Et pas seulement l'agriculture, même votre télévision, s'il n'y a pas de soutien, vous n'arriverez plus à donner des informations. Évidemment. Donc, c'est pour cela qu'on a centré d'abord à définir c'est quoi l'agriculture familiale pour que les gens comprennent. Parfois, les gens pensent que l'agriculture familiale, c'est ce type d'agriculture où on a un petit terrain, on a une daba, ou on a une hilière. Une petite cellule là. Non. L'agriculture familiale va au-delà. L'agriculture familiale, elle peut avoir beaucoup d'hectares, mais c'est le modèle, c'est la manière de faire. Donc, nous avons pu centrer ça et nous avons pu expliquer à nos autorités politiques pour qu'ils comprennent c'est quoi l'agriculture. Donc, ça nous a permis de dialoguer avec nos autorités, ça nous a permis de discuter avec les institutions internationales et ça nous a permis en tout cas d'avoir des documents de plaidoyer, et c'est ça qui a permis aux Nations Unies de dire il faut aller au-delà d'une année pour qu'on aille vers une décennie. Et quelles sont les actions majeures, vraiment de façon résumée, M. Djibo, quelles sont les actions majeures de cette décennie les actions majeures, c'est d'abord le fait que les gens comprennent que l'agriculture familiale peut servir de modèle pour atteindre la sécurité alimentaire. Et quand on atteint la sécurité alimentaire, on règle beaucoup de choses. Bien sûr. La sécurité alimentaire, elle est là. On crée la valeur pour avoir des ressources. On crée l'emploi. On réduit le fait que nos jeunes là aujourd'hui sont en train de se lancer dans la mer, sont en train d'aller dans le désert. Donc, on crée la richesse, on crée les relations. Donc, les actions que nous pensons qu'il faille faire, c'est la diffusion de l'information. Comment faire en sorte que les gens comprennent c'est quoi l'agriculture familiale, quelles sont ses composantes, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce type d'agriculture-là puisse donner une réponse appropriée. Parce que c'est elle qui occupe le terrain, c'est elle qui emploie les gens. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est créer des comités au niveau des pays, des alliances. Parce que l'agriculture, ce n'est pas un seul secteur. C'est-à-dire, c'est pas seulement, quand on parle de la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture. La santé intervient dedans. L'équipement, les routes, le commerce. Il y a beaucoup de ministères qui convergent si on veut développer l'agriculture. Donc, toutes ces actions-là, il faut qu'à travers des dialogues, des espaces de dialogue avec des alliances, les consommateurs, les transformateurs, on puisse créer des alliances pour défendre le modèle d'agriculture. Un troisième élément qui est fondamental, le financement. Parce qu'on va beau faire, on va beau dessiner, on va beau faire des documents, si le financement n'arrive pas, ça ne marchera pas. Et le financement, c'est d'abord nos États. Il faut que nos États mettent la main dans la poche pour qu'ils financent le secteur, parce qu'ils disent que c'est ce secteur-là qui permet de régler les questions de sécurité, la question d'instabilité même, parce que c'est les jeunes qui ne sont pas contents, qui sont en train d'aller de l'autre côté. Et naturellement, si tu n'as rien chez toi et que quelqu'un te dit viens,
c'est clair que tu vas aller. Ça, c'est un élément important. L'autre élément qui est fondamental, c'est la transformation même des produits. Nous ne pouvons pas continuer à produire de la matière et on envoie de l'autre côté, on transforme ces mêmes produits et on vient, on nous les revend 10 fois plus cher. Merci, M. Djibo. Merci en tout cas pour tous ces développements. Je pense qu'on a bien compris les enjeux de cette agriculture familiale et surtout de cette décennie qui sera dédiée à l'agriculture familiale. Merci, M. Djibo. Je rappelle que nous recevions sur notre plateau M. Baka Djibo. M. Baka Djibo. C'est Bagna, il faut Bagna. M. Bagna Djibo est le président du conseil d'administration du ROPA. Il nous a parlé d'une décennie qui sera consacrée à l'agriculture familiale. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. En tout cas, les concours de la fonction publique se présentent au Burkina Faso comme la porte d'entrée au monde du travail pour la plus grande majorité des jeunes burkinabés. Ces concours seront lancés le 25 août prochain et pour bien se préparer, les documents sont conçus et vendus aux candidats et de la conception à la vente de ces documents, chacun trouve son compte Zoom sur ce qui est devenu un véritable business autour des documents de préparation des concours directs avec Frédéric Etienne Bassenga. Elisabeth nous présente ses articles. Guide dossier spécial Baobab sur son étal. Le client a l'embarras du choix. Ici, le business lié au concours direct de la fonction publique est florissant, même si cette année, elle affirme avoir vendu moins que l'année dernière. 2000, 3000, 1200, il y a 1800. C'est des prix différents. Je sais que cette année, je n'ai pas vendu comme l'année passée. Nourou, tout comme d'autres candidats, a déposé plusieurs concours. Pour peaufiner sa préparation, il est à la recherche d'autres documents pour compléter sa sélection de l'année d'avant. Il constate cependant un bon décours de ces documents. Les années passées, il y a des documents comme ça que tu peux avoir au moins 2500. Cette année, j'ai remarqué, le prix c'est marqué 3000 francs. Donc on peut dire que ça augmente au fur et à mesure. Les concepteurs des documents des concours directs de la fonction publique, eux, se frottent les mains. Richard Yamiogo est le concepteur du document Baobab. Il affirme cette année avoir fait plus de 300% de bénéfices en un mois. C'est carrément dans le mois de mai, quand on a fait notre premier tirage de 1000 documents. De 1000 documents qui n'ont pas fait 15 jours de vente. Donc c'est là qu'on est reparti vers le bureau, expliquer que véritablement le produit était prisé sur le marché. Donc là, le bureau a fait 3000 exemplaires. Donc en tout, ça faisait les 4000 exemplaires. Et je veux dire qu'en fin juillet, tous ces documents étaient finis. La période des concours de la fonction publique engendre plusieurs activités. Des formations à la conception, en passant par la vente de ces documents de formation, chacun y trouve son compte. Voici donc, comme annoncé en titre, le président du Faso récompense cette année encore les meilleurs élèves du Burkina Faso. Ce matin à Kosiam, c'est le Premier ministre Paul Kaba Thiéba qui préside la cérémonie de remise des prix à près d'une centaine d'élèves venus de différentes régions du Burkina Faso. Des prix en nature et en espèces. C'était en direct des antennes de la télévision du Burkina. Oscar Soulama et Ini Walko Janine Kambire reviennent sur les temps forts de la cérémonie. Ce sont 95 lauréats, dont 23 filles et 12 vivant avec un handicap, qui sont récompensés à cette 3e édition du prix de l'excellence du président du Faso. Chacun reçoit une attestation, des kits scolaires et des prix allant de 200 000 à 1 million de francs CFA offerts par le ministère en charge de l'éducation et le président du Faso. C'est tout un sentiment de joie qui m'anime cette journée d'aujourd'hui. Je vous rappelle à 7 lauréats, dont 6 au baccalauréat dans les différentes spécialités présentées. En tant qu'élève du Burkina, il faut vraiment qu'on se donne à fond dans les études parce que nous sommes les piliers de demain en fait. On est l'avenir du Burkina Faso, donc il faut vraiment qu'on se donne, qu'on donne toute notre énergie en fait dans les études. L'activité portée par les ministères en charge de l'éducation et de l'enseignement vise à valoriser l'excellence et à créer l'émulation au sein de notre système éducatif.
Travailler davantage à faire en sorte que les résultats scolaires soient meilleurs, parce que les résultats se dégradent surtout au niveau du poste primaire et secondaire. Donc nous travaillons à travers l'octroi de bourses, à travers donc les initiatives en matière d'éducation et vie du genre et tout. On essaie de les accompagner. Le Premier ministre représentant le président du Faso a félicité et encouragé les lauréats et tous les acteurs du système éducatif pour leur brillant succès. Je voudrais exprimer donc la reconnaissance du gouvernement au travail que font ces enseignants, mais également aux parents d'élèves qui, dans les familles, encadrent ces enfants de manière à ce qu'on ait les résultats auxquels nous avons assisté aujourd'hui. C'est un travail donc d'ensemble, les enseignants, les parents, mais également les enfants aussi qui font l'effort de travailler de manière assidue, de manière vraiment soutenue. À tous, j'ai réitéré donc les félicitations renouvelées du président du Faso et du gouvernement. À cette journée de récompense des meilleurs élèves, le Premier ministre a eu une pensée pour les élèves du Nord qui, pour des raisons sécuritaires, n'ont pas pu prendre part aux différents examens. Il a annoncé qu'ils pourront composer d'ici à la fin du mois si tout va bien. Et justement, le défi sécuritaire est l'une des priorités du moment au Burkina Faso et le gouvernement peut toujours compter sur les partenaires sociaux. L'association au Dialogue donc sans frontières apporte sa part de contribution au débat pour trouver solution durable à la question. La conférence organisée à Bobo-Dioulasso sur les défis sécuritaires au Burkina Faso met en relation le renforcement de la cohésion sociale. Biloudou Bazongo Kadouro Menki. Bobo-Dioulasso, carrefour des peuples et bel exemple de la charte du Mandé. C'est l'une des communications au menu de cette rencontre de Bobo. Une concertation autour du thème Burkina Faso face aux défis sécuritaires, renforcer la cohésion sociale. La paix, c'est l'autre nom du développement. Ça veut dire que nous devons bâtir et construire tout ce que nous faisons avec cette dimension de dialogue, avec cette dimension d'intercompréhension et aussi exalter ce que nous avons de riche, notre culture, et nos connaissances endogènes. Cette conférence vise à renforcer la cohésion sociale à travers la promotion de la paix entre les différentes communautés. Nous sommes un acteur qui coopère avec le gouvernement et son administration d'une part, mais avec aussi la société civile d'autre part, toujours dans l'objectif de rapprocher les personnes, de rapprocher les institutions pour consolider justement la société, pour contribuer à consolider la société. Femmes, eau et médiation sociale. Jeunesse burkinabé, être avant d'avoir, sont les autres communications développées au cours de cette rencontre. La conférence de Bobo-Dioulasso marque le début d'une série de rencontres dans les autres régions du pays. Et dans la lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement s'implique. Dire franchement non, c'est le thème d'un camp d'information et de sensibilisation organisé par CRIGED. Une centaine de jeunes prennent part, à l'issue duquel le bilan est dressé par les acteurs. Adama Guiti, Vincent Kendrebogo. De retour d'un camp de vacances pour jeunes filles, organisateurs et participantes font le point aux parents. Après 2 semaines d'activité, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, organisateur du camp, discute avec les parents des participantes sur les principaux sujets abordés avec leurs filles, notamment sur la question de la sexualité. En rencontrant l'année passée dans le cadre d'un camp similaire les garçons et les filles, nous avons essayé de comprendre et ils nous ont dit que non, le problème c'est que les filles sont disponibles, elles sont accessibles et puis quand on leur demande, elles ne savent pas dire non franchement. La responsabilité revient toujours à la fille quand il y a des situations donc malheureuses, dont les cas de viol. Alors nous avons pensé que tout en étant obligé de faire quelque chose au niveau des garçons, il fallait d'abord commencer par les filles. Une centaine de jeunes filles de 10 à 23 ans ont pris part à ce camp.
Un camp au cours duquel elles ont appris à vivre une sexualité responsable, le message étant de savoir dire non. À la fin du camp, on a vraiment appris plein de choses avec Tantine Estorine, à savoir comment s'affirmer, avoir confiance en soi, ne pas envier les autres. Vraiment, elle nous a donné des techniques vraiment pour pouvoir résister à certaines tentations. Satisfaction du côté des parents qui ont inscrit leur fille à ce camp de vacances, moment d'apprentissage et d'éducation. Le bilan a été très positif pour moi. Parce que moi-même, je sens que mon enfant a changé. Parce que maintenant, elle est devenue respectueuse. En tout cas, c'est ça qui m'a beaucoup plu en elle. Le centre, lui, table déjà sur l'organisation de la prochaine édition. Une édition qui sera placée sous le thème « L'éducation à la consommation médiatique ». Actualité internationale, Kofi Annan n'est plus. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix est décédé ce jour en Suisse des suites de maladie. Il avait 80 ans. Né à Kumasi au Ghana, Kofi Annan est le premier Africain à occuper le poste de secrétaire général de l'ONU et il fera 2 mandats successifs. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 2001 qui couronne un combat en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est décédé. C'est ce qu'ont annoncé sa fondation et des membres de sa famille ce samedi, qui ont précisé qu'il avait succombé à une courte maladie de façon paisible dans un hôpital de Berne, en Suisse. Il avait été à la tête de l'ONU entre 1997 et 2006. Le Ghanéen avait reçu avec l'organisation multilatérale le prix Nobel de la paix en 2001. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous.